Donc effectivement, de toute façon, Hitler, c'est un super vilain, mais il a existé et il a su séduire. Et moi, donc du coup, c'est ça qui est le plus intéressant pour moi, c'est réussir à convaincre et à séduire. Et il y a rien de plus humain que ça. Donc c'était pas un monstre, c'était un être humain doué de séduction et de sensibilité, capable d'amitié et suffisamment pour s'attacher les plus fidèles, et pas parce que il réussissait à mettre des flingues sur la tempe des gens pour qu'ils les suivent. Les gens l'ont suivi sans être menacés. Salut, enfin le podcast avec Navi, ça fait tellement longtemps que je voulais le sortir. Déjà parce que c'est une très belle personne, vous l'avez vu à la nuit originale, vous l'avez vu dans les excellentes émissions sur Mademoiselle. Navi n'a pas fait que ça, elle a fait plein de trucs, elle va vous raconter tout ça. Mais surtout, Navi est une personne qui déborde de gentillesse. Et pour cette fin d'année, de la gentillesse, de la bienveillance, un discours posé, sensé, avec du recul, ça fait sacrément du bien. Ça fait un moment qu'on a enregistré ce podcast, on l'avait enregistré en fin septembre, et j'avais pas eu trop le temps de le mettre parce que du coup plein de trucs, ça s'était enchevêtré dans un planning, bref, c'était complètement de ma faute, je suis désolé. Publiquement, Navi, je te présente mes excuses les plus tardives du monde. Et pareil pour vous, parce que franchement, c'était un podcast qui, je trouve, est nécessaire. En fait, on y parle de beaucoup de choses, de gentillesse, de bienveillance, de pourquoi Hitler n'était pas un monstre, un des moments très importants que vous avez vu du coup en intro. Et puis surtout, on n'a jamais trop de bienveillance. Et s'il y a une personne bienveillante parmi nous, c'est Navi. Alors au début, j'avais commencé à filmer ce podcast avec une caméra sur ma tête. J'ai découvert en vérifiant que je bougeais beaucoup trop la tête pendant les interviews. Donc si vous regardez ce podcast sur YouTube, plutôt que de vous coller le mal de mer, je vous propose 1 heure de chatons mignons en boucle. Voilà, c'est un bon deal, hein, c'est des chatons que j'ai trouvés sur internet. Je vous les propose pour vous, pour aller avec Navi, parce que la gentillesse, ça va aussi avec les choses mignonnes. Navi, et dans qui sont ces gens? Bordel, ça fait plaisir, et c'est pas trop tôt. Donc en gros, j'écris des petites séries de fiction. On est autour de 90 pages et on fait des séries de 6 à 12. Je dis boîte d'édition, mais j'écris toute seule. Et donc en gros, j'écris des romans, complètement en fiction, mais avec dans chaque tome un gros passage porn. Donc voilà, qui est téléchargeable à côté. Pour celles qui veulent juste de la romance soft et celles qui veulent aller plus loin dans le game. C'est quoi exactement le mommy porn, le point de vue de l'auteur? Alors, moi, de mon point de vue d'auteur, en gros, on est sur des romans sentimentaux avec toute la partie où normalement dans les livres érotiques on est sur cacher ce qui se passe dans le lit. Là on y va de façon non dévoilée, crûment, c'est-à-dire qu'il y a des vraies scènes de sexe et on voit les deux héros qui tombent amoureux, à qui il arrive plein de choses, mais avoir de vrais rapports sexuels est clairement décrit. Donc voilà, on ne cache rien. Donc le mummy porn, c'est pas un genre littéraire nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir mis le terme sur ce genre de bouquin. Et ça s'est complètement enjaillé avec 50 Shades. Mais les romans harlequins, par exemple, ça existe depuis très longtemps. Et c'est considéré c'est du mummy porn complètement. C'est la grand-mère du mummy porn. C'est le granny porn, on va dire. C'est du granny porn. Mais ce qui a été très nouveau avec 50 Shades, c'est la découverte du grand public de cette littérature cachée et le côté très normé de ce genre de littérature, c'est-à-dire qu'on tourne toujours autour d'un héros masculin très riche qui a réussi socialement, mais qui a ce qu'on appelle donc dans le jargon en tant qu'auteur des blessures secrètes. C'est quoi des blessures secrètes? Alors la blessure secrète, elle est hyper importante pour le héros dans le mummy porn, puisque c'est ce qui va justifier son comportement de connard. Donc on est face à un mec qui est pas très agréable, qui est franchement un connard où tu te dis vraiment c'est un enfoiré affectif, n'y va pas. Mais l'héroïne, par ses caractéristiques dont je vais te parler, est attirée par lui et elle sent qu'il y a quelque chose à gratter. Et donc la blessure secrète, c'est souvent soit une enfance difficile, ça peut être tout, hein. De toute façon, on nous demande toujours de trouver à notre personnage principal une blessure secrète.
On reste sur du soap opéra, sur il a été abandonné, il a un frère jumeau maléfique, voilà, et il est beaucoup plus cool et gentil que ce qu'il donne à montrer. Donc voilà. Et en face de lui, on a une héroïne qu'au début on pense complètement ingénue et débile, puisqu'elle tombe dans les filets de ce pervers qui la manipule, qui a l'ascendant psychologique sur elle. Et elle se rend compte, on se rend compte, la lectrice en tout cas, et je dis lectrice parce que clairement les chiffres, c'est féminin. C'est plus que féminin, ouais. On dépasse plus de 98% d'un lectorat féminin, c'est assez délirant là-dessus. Donc la lectrice se rend compte que finalement elle est pas si débile que ça, qu'elle va pas se laisser faire, machin, et qu'elle va elle aussi lui servir et l'aider à découvrir qui il est. Donc si tu veux, on parlera de toutes les critiques autour du mommy porn parce que moi, ça me passionne. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est parce que tu parles de. Je suis une personne féministe, donc je peux en parler. Mais surtout que en fait, il y a deux trucs que tu dis, et qui sont complètement assumés. C'est que le héros, sa blessure secrète, c'est juste pour justifier son rôle de connard. Tout à fait. Et la fille commence en étant ingénue et discrète. Ouais. Donc, si on pense à Anastasia Steele de Fifty Shades of Grey, quand même un peu con, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, con. Je pense que toutes les femmes et d'ailleurs tous les hommes à l'âge où l'âge qu'ont les héroïnes, c'est-à-dire autour de 23-24 ans, elles sont pas armées psychologiquement pour comprendre les travers des uns et des autres. Souvent, quand on rencontre dans la vie des gens méchants, soit on s'arrête à la première lecture qui est c'est un connard point, soit il y a des personnes, et j'en fais un peu partie, de se dire pourquoi est-il si méchant, comme dans la pub Orangina Rouge. Mais pourquoi il est comme ça ? Et donc, à savoir que dans la vie, parfois, quand les gens ils sont méchants, c'est tout simplement parce qu'ils sont malheureux. Et que quand tu les aimes et que tu t'esquintes à les rendre heureux et à les faire se réconcilier avec leur passé, après, ça en fait des belles personnes. Donc après moi c'est ma lecture de Bisounours du mommy porn. Hein. Je suis complètement d'accord et en plus Fifty Shades il joue sur un autre terrain sur lequel moi dans le mommy porn je joue pas du tout, qui est la domination et donc ce côté un peu manipulateur. Mais c'est vrai que oui la blessure secrète est importante, mais comme dans la vie où tu creuses et les personnages les plus durs que tu rencontres sont ceux qu'on voilà des choses un petit peu enfouies et à cacher. C'est une très belle scène dans Big Fish, je sais pas si tu as vu dans Big Fish avec le loup-garou, où en fait, on va pas la spoiler, mais c'est une très belle scène où il y a un loup-garou qui attaque les personnages principaux et il se trouve que le loup-garou n'est pas méchant. Moi je crois que les loups-garous ils sont pas méchants. Je crois que la plupart des gens ne sont pas méchants, ils sont incompris et les vrais méchants sont des fous et donc du coup c'est même plus du stade de la méchanceté, c'est que même eux on peut pas leur imputer leur méchanceté puisque elle est un problème psychologique voire psychiatrique. Donc mais ce que nous apprend l'histoire aussi, on reviendra parce que je sais que tu as cette petite fibre pour l'histoire, c'est que les grands méchants de l'histoire entre guillemets ne sont pas des méchants, ce sont des gens froids qui avaient un objectif comme Hitler, alors allez on attaque direct, 9 minutes. Hitler par exemple n'était pas méchant, c'était un être humain qui aimait bien son chien, qui mangeait végétarien mais qui était juste froid, qui était amoureux, qui était sûrement très sympa avec ses voisins, mais qui était froid, calculateur, qui avait un projet qui n'était pas très gentil en soi, mais c'était pas un méchant, c'était un administrateur. Et il avait la chose dont je me méfie le plus chez les gens, c'est la colère. Et donc du coup il avait ça. Il avait aussi cette colère froide, c'est ce qu'il y a de pire pour moi, une espèce de colère froide. Mais effectivement, pour ce qui est du mommy porn, et on peut pas blâmer justement le succès de ce genre de littérature, c'est que on est des milliers, je pense, voire des millions à avoir entendu des histoires de pourquoi elle reste avec lui ou pourquoi il reste avec elle. Il est vraiment pas sympa, il est pas cool. Il y a une vraie attirance pour les personnes qui ne sont pas dépendants affectivement de toi et donc qui ne sont pas gentils et qui ne sont pas voilà. Et on est toujours sur l'histoire de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et donc du coup, les héros qui plaisent sont ces héros-là qui, dès le début, tu te dis putain avec ce gars c'est pas gagné. C'est pas gagné qu'il tombe amoureux de toi, c'est pas gagné qu'il soit gentil avec toi, c'est pas gagné. Et si tu gagnes ça,
c'est que t'es une personne formidable. Et comme on est sur une identification de l'héroïne, ça te donne voilà, ce sentiment que moi aussi, je pourrais détourner quelqu'un du chemin de la colère. Donc, du coup, voilà, pour ce qui est des trames, en tout cas, au point de vue scénaristique, qui sont très faibles, hein, parce que on reste quand même sur... c'est une répétition. Chaque série, moi, j'ai fait des vampires, milliardaires, bien sûr, aussi. C'est un point très important. Mais j'ai fait des vampires. Là, je termine sur la mafia. J'ai fait la rockstar. J'ai fait les escort girls. À chaque fois, donc, on est dans des univers différents. Mais tu retrouves toujours ce fil rouge du mummy porn, qui est une relation impossible, vouée à l'échec dès le départ, parce que tu te dis jamais ce genre de personne pourrait s'aimer, et qui termine voilà, à la fin. Mais on n'est pas loin de la comédie romantique, hein. On y est même très proche, c'est les mêmes fils rouges à chaque fois. Ils se détestent au début, ils s'aiment, et puis tout d'un coup, avant la fin du film, il y a la révélation où ils se disent « Ah non, mais tu m'avais menti sur ça », et à la fin, on est sur les retrouvailles enchantées, voilà. Dans les tous à poil. Mais moi, j'aime bien. Tu parlais de 50 Shades of Grey et notamment de ce qui est en plus le rapport de domination. C'est vrai qu'il y a un côté qui est très sensible dans 50 Shades of Grey, qui est le rapport qui est quand même... On approche la violence conjugale de très très près. Quoi. Complètement. Avec, c'est quelque chose qui est constant dans le mommy porn ou c'est exceptionnel à 50 Shades of Grey? Alors, 50 Shades, ça va plus loin. Là-dessus, en tout cas, c'est leur fond de commerce. Hein. C'est d'aller chatouiller la ménagère à la sexualité classique, pour qui la levrette c'est Noël. C'est un peu subversif, voilà. Qui plutôt voilà, la levrette c'est subversif, et donc qui va aller chatouiller sur un terrain qui fait pas non plus trop peur, parce qu'on n'est pas, c'est pas scato, tu vois, c'est pas un truc genre trop loin d'elles, donc du coup qu'elles peuvent que ça peut exciter, et donc du coup ils ont été très malins, enfin l'auteur a été hyper maline, donc, doit être très contente de toute façon de ce qu'elle a fait. Ça marche un petit peu, c'est vrai. Dans le sens où elle a déjà, pour moi, la qualité, c'est d'avoir ouvert le débat sur de la différence entre violence conjugale et excitation sexuelle sur la domination. Donc c'est très touchy comme sujet, mais ça existe, que ce soit les fantasmes de viol, de se faire frapper, etc. C'est pour ça que le consentement doit être vraiment explicite, clairement exprimé, que ça doit être un contrat vraiment entre les deux parties. Après, le problème, c'est qu'on mélange la violence psychologique de la manipulation et le plaisir sexuel qui découle d'une relation sexuelle un peu ferme, on va dire. Donc, effectivement, pour ça, 50 Shades est un peu compliqué, parce que il donne l'impression que c'est normal limite de se faire secouer par son partenaire, et que même si tu sais pas si tu es trop d'accord, donc ça c'est effectivement important de dire que non, que la notion effectivement de consentement, de dire stop, etc. Mais après, moi, pour beaucoup travailler sur le sexe, que ce soit par l'émission, les mommy porn, etc., il n'y a pas des personnages plus safe dans la vie que les adeptes du SM. Pourquoi ? C'est incroyable. Toutes les personnes SM que j'ai pu rencontrer ont du coup cette conscience que eux, ce qui les excite, c'est d'avoir mal ou de faire mal. Déjà, c'est un grand travail psychologique que de l'assumer. Et surtout, du coup, c'est un milieu extrêmement régi par des codes. Le code, justement, se dire entre partenaires avant d'y aller, voilà, si je te dis ce mot-là, c'est que on arrête et que je ne veux pas aller au-delà. Et donc, dans n'importe quelle soirée SM, tu dis ton code avant de commencer. Tu t'entretiens avec la personne et tu sais qu'il y a un point de non-retour que tu ne vas pas... et c'est débile, mais à chaque fois, j'ai trouvé que c'était des personnes extrêmement polies, parce que justement, ils savent qu'ils vont obtenir leur plaisir, que si c'est pas avec toi qu'ils pourront aller plus loin, ils trouveront toujours quelqu'un à aller plus loin. Donc voilà ce que c'est la réalité du SM. C'est pas des gros tarés qui s'étranglent et qui se font mal et qui meurent dans des caves. C'est des gens...
c'est hyper poli, quoi. C'est balisé en fait, c'est pas transgressif, non, c'est au contraire c'est pas très, du tout, c'est très très consenti, codifié. très structuré. Très codifié. Donc voilà. Maintenant, je sais que moi, mes éditeurs donc me donnent toujours des pistes, voire des injonctions à il faut absolument que ce soit un petit peu un rapport dominant. Ils le font pas ça pour manipuler les foules, ils font ça parce que c'est ce qui plaît. C'est ce qui plaît à la personne qui va lire sur sur sa tablette, parce que c'est souvent du numérique, et qui va un peu aller, chatouiller cette zone secrète de leur sexualité, qui est j'ai vraiment envie de me faire prendre et de ne pas me faire respecter. Donc, c'est un fantasme, ça. C'est un fantasme. Non, mais c'est pour ça que j'essaye de détendre parfois les sujets autour du mommy porn, parce qu'on est quand même sur, tu vois, quand on analyse le porno, on finit toujours par dire mais on est d'accord que c'est de la fiction, c'est du porno, etc. Le mommy porn, comme c'est un peu nouveau et que c'est à destination des femmes, tout d'un coup, on se sent obligé de devoir plus leur expliquer, parce que tu sais, c'est des femmes, donc il faut qu'elles comprennent que c'est pas la réalité. Jamais t'as été, tu vois, tu vas aussi expliquer à des ados, attention, dans le porno, ça se passe pas comme ci, comme ça. Mais vraiment, il y a un truc un peu paternaliste et condescendant, je trouve qu'on a de traiter l'actualité du mommy porn. Parce que je pense que la plupart des femmes sont conscientes qu'effectivement, ce qu'elles lisent dans leurs livres et ce qui les fait grimper en l'air quand elles se masturbent, c'est pas la réalité, et ça ne va pas se passer comme ça, et un mec n'est pas plus cool parce qu'il est milliardaire, tu vois. Et c'est pas ce qu'ils vont peut-être rechercher non plus dans la vie réelle. Ah non, mais complètement. Donc voilà. Alors, tu es féministe, tu as un discours féministe. En tout cas, oui. Voilà. Je crois en l'égalité de l'homme et de la femme, et j'y travaille. Est-ce que le mommy porn, c'est une littérature féministe ? Alors, je peux pas le vendre en littérature féministe, parce que, alors, pour moi, je vais t'expliquer en quoi. Alors, il y a une partie pour moi qui est féministe, dans le sens que on accepte petit à petit que les femmes se masturbent, qu'on les déculpabilise là-dessus, puisqu'on leur offre des médias pour le faire, et que c'est pour moi une porte d'entrée déculpabilisante et tout public, grand public, à se dire maintenant moi je vois des meufs qui disent je lis 50 Shades, mais machin, etc. Et que quand tu lis 50 Shades, c'est vraiment pas pour l'histoire, c'est plus pour la sensation, frisson. Le frisson. Et donc du coup pour moi, en ça c'est une grande avancée, parce qu'on est enfin sur on peut aussi avoir une sexualité, et ça aide des femmes qui vivent pas forcément entourées de personnes ou dans des endroits qui sont suffisamment freestyle pour admettre que la masturbation c'est normal pour une femme, et qu'elles ont droit, et qu'au contraire, moi je les enjoins toutes à se masturber, parce que je trouve ça hyper important pour sa sexualité. Donc pour moi, ça c'est le côté positif. Ce qui m'ennuie, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le mommy porn c'est féministe, c'est qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de discours. Même si à ma toute petite échelle j'essaie de temps en temps d'en glisser, de glisser ça, c'est pas accepté du tout par le lectorat, et ça ne l'est encore moins par tes éditeurs. Donc du coup c'est pas tu vois, ce serait comme dire je sais pas si tu vois le film Clueless. Non. Bon, Clueless, c'est un film des années 90 sur des petites nanas au lycée qui sont hyper sapées. C'est des petites comédies romantiques des années 90. Je peux pas te dire c'est féministe. Voilà. Donc, je peux pas te dire que le mommy porn est féministe, parce que ce n'est pas une littérature de lutte, ni même qui peut t'apprendre quoi que ce soit là-dessus. Ça peut juste t'aider à découvrir le chemin de ton corps, et ça, pour moi, ça l'est. Mais voilà. Ce qui, du coup, est une petite avancée déjà féministe. Ah oui, mais voilà, moi, le fait qu'il y ait autant, parce qu'il y a énormément de lecteurs, c'est délirant. Vraiment. C'est un objet féministe, en fait, mais pas un objet de littérature féministe. Non, voilà, c'est ça. Pour moi, mais le fait de l'assumer, le fait d'aller sur des forums, de dire j'ai envie d'en lire un autre, machin, etc. Et de te dire, on est toutes conscients là que quand t'arrive la scène... ça nourrit notre imaginaire sexuel, même s'il n'y a pas le geste de se masturber. C'est qu'on n'en est plus à que regarder les feux de l'amour dans la journée. On est à peut-être lire le même délire, mais avec des scènes porn qui admettent que la sexualité, c'est pas grave, et que c'est quand même joli dans une histoire d'amour. Donc ça, pour moi, c'est une avancée. Moins hypocrite, du coup. C'est une littérature qui est moins hypocrite pour toi. Oui, complètement. Même si, ce qui me terrifie, parce que je bosse dedans et j'aimerais bien
les choses changent. Mais après, moi, ça reste des commandes. C'est pas ma passion non plus, etc. C'est pas ce que je veux faire dans la vie. Mais surtout, moi, ce qui me fait vraiment suer, c'est que on n'essaye pas de faire avancer les choses, on n'essaye pas de proposer des histoires où ce serait la femme qui est milliardaire qui pilote, et quoi. qui voilà, qui est acteur et le mec plus passif. Et en même temps, ils l'ont tenté au tout début où moi j'ai commencé dans ma maison d'édition et ça a été un four. Ah merde, comment Ça tu a- l'expliques ça? Ça a été alors la meuf qui tient tête et l'histoire c'était donc un graphiste qui galérait, qui vivait voilà dans un tout petit appart et la meuf était avocate, associée, machin, etc. Donc lui était un peu le anti-héros loser et elle la femme dominatrice. Et en fait le truc c'est que comme les femmes ne s'identifiaient pas du tout à ce personnage parce qu'elles n'ont pas l'habitude de s'identifier à des femmes qui réussissent, elles se sentaient juste menacées par l'héroïne et s'identifier au héros loser. Et si elles s'identifient dans le corps d'un homme, elles aimeraient que ce soit un mec qui réussit. Et donc du coup, elles veulent pas ça. Mais Elles veulent pas. j'extrapole énormément, mais est-ce que justement le succès de ces histoires-là, Ouais. ça veut pas dire que quelque part dans notre société, on est un peu mal en point? Ah bah complètement. Ah bah non, c'est pour ça que j'ai bien utilisé le mot. Ça me terrifie Ouais. parce que pour l'instant on a du mal. Mais ça se vérifie aussi avec les succès populaires au cinéma. C'est que même si de temps en temps il y a des perles où tu te dis ah c'est cool que ça ait marché ça parce que c'est vraiment bien. La plupart du temps, on reste quand même sur des valeurs refuges de si c'est drôle, faut qu'il se soit un peu misogyne, ou sexiste même. Si voilà, le héros dans une comédie romantique qui nous fait fantasmer, c'est parce que quand même c'est un beau gosse, hein, c'est pas parce que c'est un mec, voilà. Et c'est pour tout. Donc, si ça nous montre qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc c'est un peu sexiste quand même. Complètement. Ah Même oui. Ah oui, d'accord, ah ok. oui. Bon, bah, c'est Ouais, pas- on est complètement sur. Ah oui, bien sûr. Bah, déjà, le fait ils veulent même pas un mec qui réussisse. Il faut qu'il soit milliardaire. Il faut qu'il puisse prendre un jet et vraiment les faire voyager. Il faut qu'il soit généreux. On est sur ces valeurs. Il faut qu'il soit protecteur, Ouais. plus grand qu'elle. On est sur toutes les valeurs, qu'elles soient physiques ou de réussite sociale et professionnelle, de patriarcat des années 50. Quoi. Comment est-ce que tu penses que les codes peuvent évoluer? Est-ce que c'est faisable déjà? Est-ce que ça peut avancer? Ou est-ce que Ah oui, oui. c'est un Moi, je peu... pense que ça peut avancer parce que de la même façon qu'on n'est pas à l'abri de succès étonnants comme celui de 50 Shades, va bien y avoir un moment où quelque chose va sortir des sentiers battus et va ouvrir la voie. Donc, ce moment-là sera cool. L'autre truc, c'est qu'à un moment, le lectorat, je peux pas croire qu'il ne va pas se lasser de toute cette littérature qui a exactement les mêmes codes. Donc, quand elles sont vraiment passionnées, à un moment, elles vont se dire sérieux, j'en ai marre. Est-ce que on peut changer un peu de registre? Est-ce qu'il peut ne pas avoir de blessure et que ce soit la meuf qui a une blessure ou des trucs comme ça, tu vois? Donc, je pense que ça va venir de la lassitude parce que la vérité, c'est que je pense pas que ce soit comme pour les chaînes de télévision et tout ce qui se fait dans les médias, les producteurs qui soient à l'initiative, c'est le public qui, quand il va se lasser, va faire que les maisons d'édition vont dire bon alors il nous faut du 109, les scénaristes salut, et là à ce moment-là on va pouvoir écrire d'autres choses et proposer d'autres choses. Ce qui va être plutôt plus important, quoi, en Ouais. termes de volume. Ouais. Comment t'en écris, toi? Comment ça fonctionne? Comment on écrit un bouquin de momie porn? Eh ben, écoute, c'est 90 pages parce que c'est tout petit. Ça coûte, tu sais, dans les 2,99 € sur les plateformes de téléchargement. Et Donc, c'est des e-books. Ouais, c'est des e-books. Le deal, c'est de pas publier un gros pavé, c'est de publier des épisodes. Donc, c'est des épisodes, on va dire, de 90 pages qui se déclinent sur une saison de 12 épisodes. Voilà. Et donc, du coup, c'est publié tous les 15 jours. Ce qui veut dire qu'il faut rendre ton livre tous les 15 jours. Et c'est ce que je fais depuis 32 livres. Donc, ça fait beaucoup. Moi, c'est cool pour moi parce que donc, je suis auteur. C'est un travail de commande, certes, mais c'est un travail de commande qui m'oblige à écrire de la fiction continuellement et à toujours écrire. Donc ça, c'est cool. C'est fatigant et exhaustif parce que faut
à chaque fin d'épisode qu'il y ait un twist de ouf pour provoquer bien sûr le désir de la lecture du livre. Dans 15 jours. Donc quand tu peux pas partir en science-fiction, quand tu peux pas tuer tes personnages principaux, quand tu peux pas faire qu'ils voient d'autres parce qu'ils sont exclusifs, donc il n'y a pas de la possible arrivée de gens, enfin il faut que des gens menacent leur couple, mais pas, enfin c'est très codé, hein, c'est ouf. Et ben t'écoutes les gens parler, tu les regardes et tu t'inventes des histoires par rapport à. Moi je sais que je m'inspire de à peu près 100% des gens qui m'entourent, que je croise une fois ou 1000 fois et que on retrouverait à peu près toute ma vie dans les personnages. Hein? Oh, c'est intéressant ça. Ouais. Donc par exemple, Sophie-Marie Larouille, se trouve dans... bah, elle est tellement dans mes formes. Elle est, ouais, je crois qu'elle est dans mes vampires, Sophie-Marie. Mais elle est pas sous Sophie-Marie, et bien sûr, voilà. Mais effectivement, mais tellement de gens de la nuit originale sont dans mes momies porn. On va reparler de ça, je pense. Comme dans beaucoup de fanfictions sur sûr, Internet d'ailleurs. C'est ça, oh oui, et des merveilleuses. Patrick et Adrien. Ça serait bien. Oui, parce qu'il y en a pas. Ah oui, j'avais commencé à leur écrire une fanfic à Adrien et Patrick. Et en fait, je me suis arrêtée parce que je les connais en fait. C'est gênant. On ne va pas. Voilà, c'est gênant. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu arrives un peu en panne d'inspiration, où tu tournes un peu en rond et tu dis j'ai écrit la même chose il y a 3 semaines, c'est chelou quoi. Alors oui, mais alors du coup le problème, enfin là on en arrive à j'ai bossé dans la pub, donc je vois exactement ce que c'est que le fait de devoir toujours traiter les mêmes sujets et que de toute façon, dès que tu sors des sentiers battus, ton client revient en disant c'est super, mais non. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros travail de 1 mois de décortiquer la série et de savoir exactement ce qui va se passer dans chaque tome avant de les écrire. Donc du coup, c'est pendant ce mois-là où je construis la narration, le chemin de fer, savoir voilà la psychologie des personnages. Alors moi, ce qui m'aide beaucoup, je travaille énormément mes personnages. Je vais jusqu'à trouver leur signe astrologique, etc. J'ai toujours fait ça quand j'écris de la fiction, alors que ça ne se retrouve pas dans les livres, mais moi j'ai besoin de savoir qui ils sont et comment ils réagiraient aux différentes situations de la vie hors l'histoire qu'ils sont en train de vivre là. Donc du coup, ça m'aide vraiment beaucoup à écrire vite, puisque je dois écrire vite. Je te dis 15 jours, je dois rendre un livre. Donc tous les 15 jours, il faut que... il faut beaucoup travailler tes personnages et réfléchir dès le début à ce qui va se passer à chaque fin. Et donc du coup après écrire c'est juste lier ce que tu as fait il y a quelques mois, tu reprends ton synopsis de base en disant ok, donc dans ce chapitre là il se passe ça, donc c'est tellement découpé avant que je me retrouve pas coincée à un tome en me disant putain je dois le rendre vite. On va juste mettre de côté 5 secondes le porn. Ouais. Porn, on viendra dessus juste après. Tu as une fibre historique qui est très très forte. Ouais. Tu viens de l'histoire. Je viens de l'histoire. Je viens de 1942. Oui, moi j'ai fait des études d'histoire, donc après le bac ES, c'était le seul truc qui m'intéressait, l'histoire. Donc je suis allée à la Sorbonne. J'y ai fait 4 ans d'études. La dernière année, on devait se spécialiser. Enfin, non, les 2 dernières années. Donc à la base, moi, je me suis spécialisée d'abord en histoire contemporaine, après en histoire des fascismes, qui était une chaire à la Sorbonne qui n'est plus, parce que c'était compliqué cette chaire d'histoire. C'est touchy. C'est toujours très touchy d'essayer par exemple d'étudier les bienfaits de la politique économique d'Hitler par exemple sur les répercussions positives que ça a pu avoir, des choses comme ça. Rien que ça, c'est chaud. C'est encore chaud. Pourtant, nous c'était notre travail d'historien de prendre du recul émotionnel sur tout ça. Bah oui. Mais non. C'est encore trop récent et trop grave pour réussir à travailler sur ce genre de sujet. Voilà,
sans émotion, etc. Par rapport à qui que c'est touchy? Par y a rapport au sujet à des ou... associations, non, mais même à des associations, etc. Ça a été, disons que ça a été requalifié, donc on continue bien sûr c'est pas comme si on pouvait plus étudier la Seconde Guerre mondiale. C'est juste le fait de, effectivement, se spécialiser vraiment sur l'histoire des fascismes. Et moi, alors particulièrement, je me suis spécialisée dans l'histoire de la collaboration horizontale. Donc, Qu'est-ce que c'est voilà. donc? Ce qu'on appelle collaboration horizontale, c'est toute forme de collaboration impliquant des relations sexuelles entre un occupant et donc les soldats SS, les nazis avec les personnes occupées. C'est littéralement horizontal. Donc d'où ce très beau mot. Enfin, cette très belle expression de collaboration horizontale que moi j'adore. Et ça m'a toujours passionnée. Particulièrement, pas forcément la prostitution, parce que c'est envisagé comme une autre forme de collaboration, mais les histoires d'amour entre certaines Parisiennes. Donc, parce que comme je suis à Paris, je me suis surtout intéressée aux archives de la police parisienne et aux procès-verbaux sur les tondus. Et je trouve ça fascinant comme sujet. Qu'est-ce que tu as trouvé de merveilles, de trésors oubliés peut-être par l'histoire? J'ai trouvé des femmes et des témoignages de femmes extrêmement amoureuses, de jeunes enrôlés dans les jeunesses nazies qui débarquent à Paris auréolés de succès avec leurs beaux costumes, ils avaient 20 ans, ils savaient pas trop ce qu'ils foutaient là, qui tombent amoureuses de petites Parisiennes qui les regardent à la fois avec crainte et en même temps avec une fascination malsaine, dans le sens où elles étaient les vainqueurs de la guerre 14-18 et là elles sont occupées. Et une année se passe, 2 années se passent, tout commence à être écrit en allemand. La France, est-ce que ce sera l'Allemagne? On continue de vivre finalement, on va au cinéma, on va au théâtre et on tombe amoureuse de soldats. Et alors que c'est l'ennemi. Et que c'est interdit. Et que c'est interdit, et que c'est extrêmement grave, et moi c'est cette espèce de je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a rien de plus compliqué que justement les raisons de l'amour et de savoir que il faut pas le faire et que c'est grave et que c'est mal. Mais qu'est-ce qui était grave finalement, parce que nous on l'a avec le recul de savoir pour qui et pourquoi cette armée-là, le mal qu'elle a fait à l'humanité. Une chose dont on n'avait pas conscience, une jeune fille de 18 ans en 1942, donc qui a juste aimé avec son cœur comme on pourrait aimer aujourd'hui, et comment elles ont été violemment punies pour le coup. Donc je parle des femmes tondues, certaines sont mortes sous les coups des hommes revenus qui étaient les premiers à les juger, et c'est une histoire pour moi un peu oubliée. Et j'avais vraiment envie de travailler sur ça. À la fois, je sais pas dans quel sujet on pourrait être moins à se détacher de l'émotion que dans celui-là où en tant qu'historien, t'es pas là pour juger, mais pourtant t'as toutes les cartes en main pour le faire, et où tu te dis, ok, donc et si je transpose, comment j'aurais agi, est-ce que j'aurais pu réfréner un amour, c'est passionnant. Donc voilà. Mais du coup, toi, tu l'as vu sous l'axe universitaire. Ouais. Est-ce que tu avais un angle particulier, une problématique que tu recherchais spécifiquement? Moi, j'étais surtout sur le traitement de ces femmes au sortir de la guerre. Donc moi, je me suis intéressée à la libération et aux descentes de la police dans les familles pour dire voilà, on a reçu plusieurs lettres du voisinage. Donc j'adore les histoires de délation. Ça aussi, c'est de toute façon, j'aime toutes les histoires où on se rend compte que l'être humain peut vraiment être dans le jugement, dans tout ce qu'il a de plus bas, et en même temps ce que je trouve de plus beau. Et donc du coup, moi, j'étais sur comment on a traité ces jeunes femmes et comment elles ont été comment elles ont pris pour beaucoup de gens. Et comment on a jugé, c'est une nana qui, la plupart du temps, elles étaient amoureuses ou elles vivaient une amourette, et c'est bizarre d'avoir à juger de l'amour. Donc
Donc moi j'ai trouvé ça passionnant. Qu'est-ce qu'on a comme document pour attester de ça? Ce sont des on lettres? On a les lettres de délation, on a les procès-verbaux qui sont disponibles aux archives de la police si t'es journaliste ou historien. On a les témoignages de personnes encore vivantes. Moi, j'en ai recueilli des très beaux. J'ai rencontré des femmes qui pleurent encore discrètement parce qu'elles sont, encore une fois, soit là, c'est des gros secrets familiaux. Et c'est vrai que je trouve ça fou quand tu t'entretiens avec une femme qui a 95 ans et qui te dit mais il était si beau en costume, et que tu as envie de dire on est tellement c'est fou comme c'est des petites histoires dans la grande histoire, et qu'on n'a pas besoin effectivement il y a d'autres choses beaucoup plus graves et importantes à retenir de la Seconde Guerre mondiale. Pour le coup, il y a énormément de souffrances, mais moi j'avais envie de m'intéresser à la leur, puisque les autres souffrances, elles sont je crois mises en avant, et c'est complètement normal. On parle de crimes contre l'humanité, donc voilà. Mais mes rencontres personnelles ont fait que j'ai eu envie de m'intéresser à ces femmes-là. Voilà. Ouais, et puis c'est vrai que ce sont des histoires qui sont très humaines en fait. Ouais. C'est quelque chose. On je suis sur l'humain, moi. Tu sais. Oui. Tu commences à me connaître. J'aime l'humain. mais c'est vrai que il y a souvent cette façon dont on a de dépeindre Hitler comme un monstre, ce qu'on disait plus tôt. On dépeint souvent Hitler comme un monstre, alors qu'en fait c'était un être humain. Oui. Et c'est ça le danger, c'est que l'histoire telle qu'elle est racontée aujourd'hui, telle qu'elle est pas réécrite, mais telle qu'elle est présentée en fait. C'est-à-dire que telle qu'on la met sur une assiette avec la garniture qui va autour, pour qu'elle soit plus facile à comprendre, surtout quand on est gamin. Mais bien expliquer sûr. Hitler à des gamins. Ouais, non, c'est oui. Et puis de toute façon, on est dans n'importe quelle fiction, on a besoin d'identifier, que ce soit manichéen, d'avoir d'avoir le super héros, et d'avoir à côté, en face de lui, son némésis qui va être comment dire, le super vilain de l'histoire. Donc effectivement, de toute façon, Hitler, c'est un super vilain, mais il a existé et il a su séduire. Et moi, donc du coup, c'est ça qui est le plus intéressant pour moi, c'est réussir à convaincre et à séduire, et il y a rien de plus humain que ça. Donc c'était pas comment dire, un monstre, c'était un être humain doué de séduction et de sensibilité, capable d'amitié et suffisamment pour s'attacher les plus fidèles, et pas parce que il réussissait à comment dire, à mettre des flingues sur la tempe des gens pour qu'ils les suivent. Les gens l'ont suivi. Ouais, sans être menacé. Au début. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a rien de, et que l'histoire, c'est des sciences humaines. Pour moi, il y a rien de plus intéressant que d'essayer de comprendre le fonctionnement humain, son cœur, son cerveau. Surtout qu'à terme, si on continue à penser que Hitler était un monstre, un monstre, c'est une anomalie étymologiquement. Et si on continue à penser ça, on va oublier qu'un autre Hitler peut arriver. Oui, complètement. Et c'est souvent le danger. Qu'est-ce qui t'a fait t'écarter de l'histoire? Qu'est-ce qui m'a fait Navo. Salaud, toujours le même, tout le temps. Non, c'est pas ça, c'est que donc j'étais amie donc avec Bruno, Navo, on se connaît depuis très longtemps, on était amis, il avait plein de copains, et ça a été la première année même la deuxième année du Jamel Comedy Club, et donc du coup on s'est mis à traîner avec pas mal de personnes. Moi j'avais besoin de taf, Kairon lancer son spectacle, je suis devenue son attachée de presse freelance, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai commencé à traîner donc du coup avec des humoristes dans ce milieu-là. Navo à l'époque m'avait dit vas-y, écris un blog, etc. C'est marrant, c'est un. Et je lui dis ok, si tu lances le blog que tu veux faire depuis longtemps, la bande pas dessinée. Donc du coup on était dans ces émulations-là donc on connaissait Yacine, Dedo, etc. Donc ce groupe-là, mais à l'ancienne, je te parle de ça il y a 10 ans, quoi. Moi, c'est des gens, que je connais de 7, 8, 9, 10 ans, quoi. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Donc 2006. Ouais. Et comment dire, donc du coup, on traînait ensemble. Moi, j'ai commencé à écrire sur mon blog. Ça a un petit peu ça a bien marché, parce que ça m'a permis de rencontrer des éditeurs.
J'ai commencé à bosser pour FHM de façon mensuelle. Je suis devenue une espèce de docteur sexo, de décryptage de phrases de meufs pour les mecs, enfin des trucs comme ça, quoi. Et puis voilà. Et donc du coup, commence à écrire un livre, le premier sur la sexualité, donc le cahier sexo des paresseuses. Après, voilà. Et donc du coup, je me suis complètement sortie de l'histoire. Et là, j'y reviens. Tu reviens, c'est-à-dire par quelle porte? Et ben écoute, il s'est passé ce qui se passe là tout de suite entre nous, c'est-à-dire que j'ai raconté mes études à Marion Amirgagnan, qui était une formidable éditrice de Delcourt, des éditions Delcourt. Et je lui ai raconté ça, et donc je lui parle de collaboration horizontale, je vois ses yeux pétiller, et elle me dit, si un jour t'as une histoire à me suggérer, tu me l'envoies. Un an plus tard, elle me dit, si jamais t'as une histoire à me suggérer sur le sujet. Et donc du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est pas une phrase en l'air d'éditeur, donc si tu veux, elle voulait vraiment. Je lui ai écrit un truc, et du coup, elle m'a dit, ah oui. Et donc elle était très enthousiaste, et on a cherché une dessinatrice, et je suis tombée amoureuse de Carole Morel, qui fait un travail exceptionnel, et j'espère qu'on réécoutera ce podcast dans 5 ans et qu'on se dira, wow, elle parle de Carole Morel, parce que vraiment c'est une tuerie. Et donc du coup là on est à l'écriture enfin moi je suis à l'écriture et Carole au dessin de la BD qui a un titre provisoire de collaboration horizontale, mais ce sera peut-être pas le titre. Moi j'aime bien l'horizontale, donc pareil on verra ce que j'ai choisi dans 5 ans, mais qui va sortir en septembre 2016. D'accord, donc dans et donc il y a le sujet dont on a parlé, d'une belle histoire d'amour. Comment tu racontes ça justement? C'est une histoire entre deux personnages et tu racontes, tu tisses la grande histoire autour? Ou est-ce T'as tellement d'exclus sur ma BD là. T'as tellement d'exclus. J'ai choisi de travailler autour d'un immeuble, donc de plusieurs personnages. On est un peu dans Nos chers voisins en 42. Hein. C'est un peu le ton que j'ai voulu faire. Non, donc on est dans un immeuble principalement de femmes, puisque les hommes sont soit prisonniers de guerre, soit morts, etc. Donc il y a peu d'hommes. Et donc on est sur ces femmes qui s'entraident. C'est ce que m'a beaucoup raconté mon arrière-grand-mère, qui a vécu ça. Donc ces femmes qui s'entraident, et puis du coup, les hommes qui vont passer dans leur vie vont être soit des hommes qui ne sont pas au service, qui ne sont pas à la guerre, soit des soldats allemands ou voilà. Et donc il va se passer des choses. Bien sûr. Et moi je suis très émue par cette BD, parce que c'est la première fois que je fais quelque chose qui est aussi intime. Parce que il y a pas mal de choses qui vont être liées à l'histoire personnelle, et en même temps c'est une BD qui pourra se transposer à ce qui se passe aujourd'hui, parce que pour moi c'est une BD sur les apparences, et où les personnages, on va se rendre compte que finalement, qu'on soit en 42 ou pas, l'être humain il réagit de toute façon de la même façon, c'est-à-dire qu'il juge et il dénonce, et il est pas toujours très courageux, ou parfois il est extrêmement courageux. Donc c'est surtout l'histoire de ces gens-là en 42. Est-ce que c'est cette période-là qui est toi ta période préférée? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'historiens qui ont une période de prédilection. Ouais. Est-ce que toi c'est vraiment le contemporain, les années 40? Moi c'est l'occupation, clairement. D'accord. Ça me fascine. Ça me fascine parce que nous on la traite d'une certaine façon, parce que on sait que c'était qu'une occupation. À l'époque, c'était qu'une occupation. Voilà, c'était qu'une occupation. Non, ils étaient là. Non, mais on connaît l'issue. On sait que ça va bien se finir. Alors bien se finir pour la France et pour son indépendance, mal se finir pour tellement de gens. Mais moi, ce qui me fascine, c'est la vie quotidienne sous l'occupation, qui reprend ses droits. La vie reprend ses droits. Et donc, les gens vont au cinéma. Moi, ça me fascine qu'ils aillent au cinéma, qu'ils aillent au concert, qu'ils se marient. En fait, on oublie que les gens ont continué de vivre différemment, mais que nous, tout ce qu'on voit à chaque fois, c'est des histoires dans la fiction, hein, de résistants, de petites histoires héroïques. Oui, c'est vraiment la figure du résistant qui a toujours été convaincu. Alors que pour la plupart des gens, c'était de la vie quotidienne, voilà, servir servir à des cafés à des soldats, parfois même sympathiser avec eux, parce que s'ils viennent là tous les jours, il y a un moment où des commerçants, voilà. Et ça reste des êtres humains.
et ouais, moi je trouve ça vraiment fascinant cette époque-là. Un peu cette espèce de parenthèse où tous ils se disaient bah moi je vais apprendre l'allemand parce que bientôt ce sera l'Allemagne ici et que ce sera comme l'Alsace et la Lorraine. Un jour on aura oublié qu'on était français et tout ce cheminement intellectuel là nous on a oublié parce qu'on sait que finalement ça a été une petite parenthèse de l'histoire de la France. Ouais. C'est vraiment ces histoires de belles musettes et de cinéma et de comment tu danses quand c'est la guerre et que ton mari il est au front, mais il dansait et cette espèce de pouvoir de la vie et toujours de ce besoin de finir par se divertir, c'est fascinant. Il y a une autre époque que tu aimerais creuser comme ça, un autre moment de l'histoire? Moi j'ai été fascinée par la Grèce antique et de savoir que 5 siècles avant Jésus-Christ on avait déjà érigé des systèmes de vote, d'amour des belles lettres, du théâtre, etc. Et que tout d'un coup, t'as l'impression qu'on est là-haut et que tu regardes après le Moyen-Âge qui est si longtemps après où tu te dis waouh, mais quoi, mais ils étaient si fins et raffinés et délicats et sur des réflexions qui étaient vraiment de l'absolue philosophie de la vie, de qui sommes-nous, d'essayer de s'élever culturellement. Et donc moi ça me fascine un peu cette espèce de ralentissement, de peut-être chute dans parce qu'il y avait quand même au Moyen-Âge, ça réfléchissait quand même un peu, il y a eu de la production, il y a eu des choses comme ça. On est sur des traitements humains qui sont vachement plus violents et vachement plus animaux, enfin tu vois, et ouais, donc du coup il y a pour moi un côté un peu chic, donc 5 siècles avant Jésus-Christ sur la Grèce, c'était assez fascinant. Donc voilà. D'accord. J'aime bien ça. L'élégance grecque. Ouais, c'est chic. Donc maintenant l'histoire t'y revient avec ce projet de BD, mais tu vas pas forcément y revenir par la porte universitaire a priori. Non, et puis j'ai aucune, enfin tu vois, j'ai fait des études d'histoire, mais enfin tu vois, je suis pas plus bagage. Voilà, c'est ça, je suis pas plus historienne que c'est parasol. Oui. Tu vois, donc t'étais très historien pour peu qu'on sache, on sait pas du tout. Je veux pas t'insulter. mais ouais non, enfin en fait, c'est une suite logique des choses. J'ai commencé par le côté académique et universitaire. Après, je suis partie dans la fiction, voilà, et je noue les deux. Et moi, j'ai envie de. Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas si cette BD, voilà, c'est très touchy comme sujet encore une fois. Donc, on verra quelles sont les retombées là-dessus. Parce aujourd'hui encore. Ouais. Oui, parce que ça reste moi, j'ai envie d'en faire une belle histoire d'amour. Ouais. Et sans jugement. Sans jugement. Et on est sur une belle histoire d'amour avec quand même 50% du couple qui est antisémite et qui a été dans les jeunesses hitlériennes. Donc, toi, t'as un vrai challenge à écrire. Ça doit pas être facile. Hein. Ouais, non, c'est compliqué. Et j'en parle beaucoup avec des amis qui me disent c'est touchy. Mais moi, tout ce que je veux, c'est d'essayer d'en faire quelque chose d'humain. Et alors, vraiment, l'objectif, si on pouvait lire cette BD et juste se dire je peux comprendre. Pas qu'on se dise, je veux pas qu'on se dise ah ouais, elle a grave raison, etc. Mais de se dire d'accord, c'est pas si facile de juger et de se dire moi à sa place, enfin ce qu'on fait tous les jours, moi à sa place je le quitterais ou des trucs comme ça, tu vois. Mais de c'est se trop dire facile. Ok. C'est difficile d'aimer. C'est difficile d'aimer tout court. T'as pas l'impression qu'on est aussi dans une époque qui juge beaucoup encore? Alors, je pense pas que c'est l'époque parce que pour le coup, mon background d'historienne voit que on a toujours jugé comme il faut. Okay. C'est juste que on est plus nombreux à avoir le droit de le faire. Avant, les jugements étaient réservés, voilà, certaines parties, que ce soit l'Église ou voilà. Aujourd'hui, on a tous ce même droit à nous connecter à Facebook et à dire lui, machin, etc. Du coup, on s'autorise une violence, voilà, une liberté à la violence et au jugement qui me touche vraiment, qui me fait beaucoup de peine. Je pense que c'est la chose qui me fait vraiment le plus de mal dans les réseaux sociaux, c'est ça. C'est d'avoir une fenêtre sur mes contemporains et de ne pas les trouver tout le temps très jolis. Et ça me fait vraiment mal. Pour le coup,
c'est assez difficile d'être humaniste de nos jours parce que tout te donne envie de juger, de détester, de juger. Et je pense que même moi, hein, je dois tomber, même si j'essaie de faire attention, mais je suis vieille, donc je vieillis, donc je fais attention. Et puis je suis maman, donc c'est un autre point qui fait que je fais attention à ça. Ouais. Mais on n'est pas très gentil quand même. Non. Ça me pose problème. Bon, et donc tu as parlé de l'histoire, tu ouais. t'es lancé beaucoup dans l'histoire, tu parles aussi beaucoup de sexe. Ouais. Récemment, avec un point de vue qui est faites ce que vous voulez, on s'en fout. Ouais. C'est ça, si je résume bien à peu ouais. près. Comment est-ce que t'en es arrivé là ? Tout, en fait, en plus cette philosophie-là. Oui, c'est vrai. J'ai été élevée dans une famille où le sexe n'est pas un tabou. Le sexe, c'est de la même façon que est un sujet comme peut l'être la politique, ce qu'on va manger ce soir, etc. Donc, avec la conscience que mes parents avaient, enfin, c'était pas mon père, c'était mon beau-père, mais que mes parents, ceux qui vivaient sous mon toit, avaient des relations sexuelles et une intimité, et que c'était normal de l'avoir, que moi j'avais le droit à une intimité, à une sexualité, et que c'était normal. On a tous été voir ma mère pour lui dire notre première fois, comment ça s'est passé, avec qui, etc. Donc, pas non plus dans le trash, mais donc très ouvert. Donc, pour moi, la sexualité, ça n'a jamais été un problème à aucun moment de ma vie. Donc, c'est plus facile pour moi, forcément, avec ce parcours-là, d'avoir une vie à la fac où j'explore, où je suis jamais dans la culpabilité du sexe, et d'en arriver aujourd'hui à 33 ans, où je réalise que la plupart de mes copains et de mes copines n'ont pas vécu ce parcours-là et sont empêtrés d'un tas de gêne, de culpabilité. Et je me suis dit, ah bah non, fais chier, c'est dommage parce que vous avez... Enfin, le moment où tu te libères, c'est justement... Enfin, pour moi, le sexe, c'était le seul endroit où il n'y avait pas ça. Et j'ai découvert... mais je l'ai découvert récemment, hein. Que en fait, que ce soit les partenaires que j'ai eus ou mes potes, ils se prennent la tête, mais vraiment, et donc du coup ils s'oublient et ils jouissent pas et du coup je suis une personne empathique, j'ai de la peine pour les gens qui jouissent pas, je parle pas de jouir mécaniquement, mais qui jouissent pas de leur corps, voilà, de leur sexualité, en harmonie avec. Donc on en a beaucoup parlé avec Sophie Marie, ma femme, mon compas, mon chapeau, c'est nous. Et on s'est dit, ce serait cool, voilà, effectivement, de faire une émission où on essaie que le déclic de j'ai le droit de faire ce que je veux du moment que je fais pas de mal et que ce n'est pas grave, ce serait cool de leur parler. Comme des grandes sœurs. Et ça donnait l'émission. Et ça a donc donné l'émission qui reprend. On en est à l'épisode 8. On va parler des amours de vacances. On va parler en septembre. Et on va aussi parler d'une autre émission sur la pudeur. Cool. Parce qu'on peut faire une émission sur la sexualité. Et on a déjà parlé d'amour. On a envie de parler de pudeur parce que c'est le cas de beaucoup de gens, que ce soit la pudeur des fantasmes, du corps, de la rencontre. Donc voilà, et toi tu as déjà entendu plusieurs émissions, bien tu vois sûr, que le ton est à la fois bienveillant et moi je trouve que c'est une émission drôle. Pas parce que c'est la nôtre, mais vraiment je me marre et à la faire et à la réécouter. Je trouve que c'est plus, quasiment plus de la comédie, avec le fond de bienveillance et un fond de société. Ouais, c'est drôle. Bon, et des statistiques pour quand même dire qu'on est un peu sérieuse. Mais ça, c'est mon côté historienne. C'est ça qui est chouette, c'est que ça fait du bien d'avoir une vraie émission de comédie où tu peux rire avec le sexe et pas rire du sexe. Je trouve que ça change et voilà, c'est bien. Et puis on n'est pas moqueuse avec Sophie Marie, de toute façon, même dans la vie, toutes les deux. Ça nous intéresse pas, ça nous fait jamais rire. Je crois que les gens peuvent être drôles sans être méchants. Et tout de suite, à chaque fois que je dis cette phrase, je pense à Yacine Bellous, qui est une des personnes pour moi les plus drôles que je connaisse au monde, et qui est une des personnes les plus gentilles et bienveillantes, qui n'est jamais dans la critique ou la moquerie de l'autre. Ça fait du bien. Exactement. Comment tu l'as rencontrée, Sophie Marie ? Sophie Marie, alors en fait on évoluait dans les mêmes sphères de toute façon, parce que Mademoiselle, machin, etc., sans jamais se rencontrer et se connaître. On s'est croisés une fois à la Ouillard, The 90s, donc une soirée organisée par des potes.
Et en fait, il a suffi qu'une marque de vêtements grande taille nous contacte pour écrire toutes les deux et moi potentiellement pour qu'on puisse jouer et moi j'étais modèle grande taille à cette époque-là donc voilà, et on a commencé à écrire des petits scénarios et quand j'ai rencontré Sophie Marie, je me suis dit cette fille me donne envie d'écrire une série, et donc du coup j'ai écrit un synopsis de série que je lui ai envoyé et elle m'a dit incroyable, et elle m'a envoyé, je te jure c'est une histoire vraie, un synopsis de série où on avait écrit à peu près la même chose. Et on a fait, ok, donc excuse-moi, mais on est peut-être des âmes sœurs. Donc c'était il y a 3 ans. Et donc depuis, on a écrit, on a fait le pilote de cette série et elle coûte pour l'instant beaucoup trop d'argent, mais on n'est pas à l'abri de trouver 1 million par terre un jour, donc ça peut arriver on la à tout fera. le monde. Et donc du coup, on a écrit Garçons sensibles ensemble. Et on en a parlé récemment, mais à partir de ce jour-là, on s'est vus tous les jours. On s'est appelés tous les jours. Et on se disait, wow, ça fait 3 ans quand même. Et on passe des vacances ensemble, etc. Et c'est bizarre parce que ça fait vraiment amour passionnel qui ne passe pas. C'est ta meuf, quoi. C'est vraiment ma meuf. C'est vraiment une des personnes les plus importantes de ma vie. Et je suis très heureuse d'avoir une jolie amitié comme ça, que ce soit avec une fille ou un homme, mais qui est faite en bienveillance. Ça aussi, ça me fait du bien. Tu as dit que mon histoire de... Avec elle. Histoire mais d'amour. oui, c'est très bien. Tu m'as dit que tu avais fait un petit pas dans la pub aussi. Ouais, j'ai créé un pôle en fait, en gros, community manager dans une énorme boîte. Voilà. J'y suis restée 1 an et 2 mois. J'y ai découvert la vraie malveillance pure et dure. C'est-à-dire J'y ai découvert le cynisme envers l'acheteur. Ça m'a pas plu. C'est-à-dire, c'est quoi? Je travaillais pour des énormes marques qui me décrivaient leurs clients comme... alors lui, tu vois, ce mec qui achète le café, bon, c'est un gros connard, hein, qui a un crédit sur le dos, un machin, etc., qui a bobonne, machin. Et ça, c'était le brief d'un de mes clients sur son client à lui. On va viser des clients qui sont des crétins, quoi. Voilà, et alors que c'est lui qui te fait bouffer, gars, c'est en achetant ta merde que tu vis. Et donc, du coup, cette espèce de méchanceté et de revers de la pub, que ce mépris des gens, c'est ce sentiment de bosser. Donc, bon, je te dis, c'était une énorme boîte et des gros clients. Donc, d'avoir l'impression d'être chirurgien, tu vois, de oh mon Dieu, il y a un brief, machin. Et les gens pleuraient, restaient au bureau hyper tard. Et t'avais envie de leur dire ah, mais c'est de la pub, vraiment. Et je pense que vraiment, je suis arrivée, j'ai découvert ça, j'ai tenu. Et un management à l'américaine, ambiance, je t'aime, je te déteste, je t'aime. Et moi, ça m'a bouleversée. Non, mais je suis encore traumatisée alors que ça fait quand même 5 ans, un truc comme ça. Ça m'a bouleversée. Heureusement, j'y ai rencontré des super copains et avec qui je suis encore copine aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte que je suis pas faite pour la pub. Je suis pas du tout faite pour ce milieu. Je dis pas que c'est le milieu qui est comme ça. C'était peut-être cette boîte en particulier. Mais c'est trop cynique pour moi. Ça ne m'intéresse pas, le cynisme. C'est pas du tout quelque chose que j'aime. Donc, Je préfère être dans la gentillesse et dans la tendresse. Ouais, moi j'aime bien la gentillesse. Ouais, moi, de toute façon, je suis une militante. C'est mon cheval de bataille à moi. Donc, j'aime la gentillesse. C'est trop bien. Tes projets pour après, c'est quoi? Alors, mes projets, donc bon, il y a la BD, on a parlé de la BD, on a les émissions qui continuent. On continue de faire un podcast sur la parentalité avec Fabrice. Bien sûr. Autre sujet important à ma vie, parce que j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'auteur des maternelles pour Julia, la présentatrice. Et que je suis devenue maman, donc j'ai quelques infos sur les parents. À partager. Et j'ai tellement envie que les parents soient heureux et se rendent compte que notre rôle, il est plus important que aider nos enfants à avoir le bac. Et donc du coup, voilà. La parentalité. Je fais un livre sur les gentils. Parce que c'est bien, ça va me tenir vraiment, vraiment, vraiment très à cœur. Donc, c'est une espèce qu'on ne connaît pas très bien en plus, qui est cachée, qui vit terrée. Et j'ai envie de faire réaliser aux gens que c'est trop cool d'être gentil. C'est pas un truc de pauvres gens qui n'ont rien d'autre. On vit mieux en plus. Hein. On est tellement mieux. Ouais, mais on est bien. On perd pas notre temps
à se ronger pour des trucs qui n'en valent pas la peine et de faire du bien. Enfin, après moi, je vais en parler dans mon livre, mais je vois plusieurs stades de la gentillesse. Le stade ultime pour moi étant la gentillesse gratuite, qui est le moment où tu arrives à aimer l'autre, à être gentil avec lui, sans attendre de retour, et que tu te nourrisses pas de ce que lui va te donner, mais que ça te suffise juste d'être bon avec les gens et que qu'ils t'insultent ou pas, toi tu as eu ce que tu avais à prendre. Donc moi c'est le Graal, c'est mon stade que j'appelle grand-mère feuillage. Parce que moi j'ai une révélation en regardant Pocahontas quand j'étais petite avec grand-mère feuillage et la sagesse, et c'est ce que je serai plus tard. C'est mon objectif. Et donc voilà, on en parle dans 30 ans. On va beaucoup parler de gentillesse cette année, et donc ça va sortir l'année prochaine. Est-ce qu'on peut décréter que après 2015, année où tout le monde meurt, 2016 soit l'année gentille? Ah, mais je voudrais tellement. Ce serait bien. Mais je voudrais tellement. Mais je pense que on se contamine les uns les autres là-dessus, et en tout cas, tu vois, sur Facebook, je le considère vraiment pas comme une partie de mon job d'essayer de calmer le jeu, de diffuser un max de messages d'amour, parce que même si sur tous les contacts il y en a qu'un qui va être content, bah c'est toujours ça de prix, quelqu'un de content dans une journée. Donc moi j'ai envie que les gens ils soient contents et qu'ils mobilisent leur énergie sur autre chose que d'être aigri ou d'être cynique juste parce qu'ils pensent que c'est cool. Moi j'ai envie de vous dire que cynique c'est terminé, hein. C'est terminé. C'était trop 2010. Ça. Ouais, voilà, c'est hyper 2010. Ça sert à rien. Et puis malheureusement, quand c'est la plupart du temps, en plus c'est mal fait et ça blesse les gens. Et personne n'a envie de dire ouais, moi je veux blesser les gens. Ouais. Personne n'a envie de blesser les gens. Mais en plus, sur un plan purement business plan, projection d'avenir, c'est pas rentable. Non, c'est pas sur le long terme, ça marche pas. Non, c'est ça pas marche productif, pas. Ça peut non. pas passer. Après, tu te retrouves à faire des pubs pour les supermarchés en râlant sur. Donc non. Ah puis c'est un ulcère qui attend ça. Ah ouais. Oh oui. Ça fait mal un ulcère, j'en ai eu un, donc ça fait très mal. Bah ouais. Merci à la merveilleuse Navi, j'ai vraiment hâte de la retrouver dans une prochaine émission sur le papier ou dans des marchés parlés. Allez écouter ces marchés parlés, ils sont vraiment très très bien. Si je fais bien mon taf, tous les liens sont dans les commentaires et dans la description. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours du bien. N'hésitez pas à partager aussi ce podcast si jamais vous avez des gens qui sont intéressés par la gentillesse ou par Hitler, ou par le cul aussi d'ailleurs, ou par tout. Je pense que Navi est une personne qui va bien avec absolument tout. N'hésitez pas à nous laisser un message aussi sur l'original.net à l'occasion. 1000 baisers tendres à vous, des gros bisous, ciao. Hey!